Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le podcast Dans la boîte à gants, c'est avant tout un format 100% audio, ce qui vous permet de le consommer en toutes circonstances, en faisant la cuisine, en courant, en voiture, peu importe. Il est disponible sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres, le tout bien évidemment gratuit. Vous pouvez aussi découvrir les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Salut Daniel. Salut. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants et merci de nous recevoir chez toi, enfin en tout cas dans ton magasin, PM Racing. C'est pas le mien. C'est celui d'Anaïs. Je suis co-gérant avec elle, ouais. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas, mais même si à mon avis il n'y a pas trop de doute là. Alors, Sébastien Loeb, né le 26 février 1974 à Haguenau. Ah, c'était pas moi. Bon, ben, Daniel Elena, né le 26 octobre 72, donc c'était déjà au siècle dernier. L'année prochaine, ça fera 50 ans. Passionné de sport auto et depuis tout gamin et qui a réussi à en faire son métier. Tu as réussi à vivre ton rêve et cette passion justement, parce que tu es né à Monaco, tu as grandi à Monaco, pas forcément dans les clichés de Monaco, à savoir la richesse, l'opulence, tu es plutôt d'une famille modeste. Ouais, une famille très modeste. Mon père était garçon de salle au casino et ma mère était femme de ménage et même dame pipi à une époque et c'est là que j'ai grandi, quoi. Et comment cette passion du coup, de l'automobile apparaît? C'est le rallye du Monte-Carlo qui t'inspire très jeune, c'est quoi? Bah, en fait, quand tu viens de Monaco, tu as deux options dans ta vie. C'est où tu fais du sport auto ou tu fais du bateau, quoi. Donc, parce que bah, tu nais les pieds dans l'eau. Tout petit, ben, je faisais de la voile pendant très longtemps à un assez bon niveau. Et ensuite, ben, il y avait toujours cette passion de la mécanique. Parce que comme je dis souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que Monaco, c'est la capitale mondiale du sport auto. C'est quasiment un des seuls pays où il y a toutes les épreuves du championnat du monde, que ce soit le WRC, que ce soit la Formule 1, maintenant la Formule AI. Tous les 2 ans, il y a le Grand Prix historique aussi. Donc Ouais, c'est... Et il y a le rallye de Monte-Carlo électrique, énergie alternative. Donc voilà, c'est vraiment... tout est là pour baigner dans la mécanique. Et ça arrive à quel âge un peu pour toi où tu commences à vraiment être piqué? Ben, c'est arrivé de bonne heure parce que bon, mon frère, lui, a essayé de faire des rallyes. Je dis bien il a essayé parce qu'il n'a jamais terminé un de sa vie. C'est vrai? Ouais, donc j'étais avec lui, j'allais en assistance. Il m'a amené voir aussi le rallye de Monte-Carlo et tout, comme tout gamin. Et t'as les yeux qui T'avais brillent. quel âge à ce moment-là? Ouah, ça a commencé à 10-12 ans, quoi. Et après, ben, ça a continué. Puis il y a eu l'époque de la mobilette. Première mécanique, premier coup de tournevis, première clé, premier montage, démontage. Chaque fois que je la remontais, ben, il restait toujours des boulons, mais elle roulait toujours, quoi. C'est un peu comme les meubles Ikea, quoi. C'est Toujours des... c'est ça, ouais, mais ça fonctionne toujours, c'est ça qui est c'est fou. clair. Hein. Et c'est un modèle qui maintenant est préhistorique, c'est la 103, quoi. Donc voilà, la mécanique, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé bricoler. J'ai même fait mécanicien dieseliste bateau pour avoir des bases de mécanique. T'avais quel âge? 18 ans, quelque chose comme ça? Ouais, même pas à 16-17 ans. Ouais. Ouais. Bon, j'ai fait ça pendant 6 ans. Bon, en fait, après, j'ai fait un petit peu tous les métiers du monde parce que quand tu te lances dans le sport auto, que tu viens d'une famille modeste, bah, c'est vraiment pas évident d'y arriver, quoi. Donc en gros, l'idée c'était de faire un petit peu d'argent et de tout investir dans le sport auto pour vivre ton rêve, c'est ça? Ben, c'était même pas l'idée, c'est ce que je faisais. Hein. Je veux dire, tous mes salaires, ça allait dans le sport auto. Alors j'ai commencé en copilote parce que c'est le meilleur moyen pour commencer à moindre coût. Tu participes aux frais d'engagement, de reconnaissance, tu fais ça avec un pote, c'est le bon délire. Après, j'ai voulu me monter une voiture moi-même, c'était une petite 106 Rallye que j'ai montée avec mon meilleur ami. On a mis l'arceau, on a mis les baquets, on a mis les harnais, et donc investissement, investissement, investissement. Donc à la base, j'étais plus copilote que pilote. Je faisais 1 ou 2 courses par an en pilote parce que ben j'ai cette passion. Je veux dire, j'aime conduire, j'aime copiloter. Je prends mon pied des 2 côtés. Ouais, tu prends un plaisir égal. Voilà, donc à plaisir égal. Et donc après, ben étant tout gamin, mon objectif c'était de faire le rallye de Monte-Carlo. Et donc on a tout mis de côté, travaillé pour faire le rallye de Monte-Carlo. Je l'ai fait donc. Bon, à l'époque, c'était en 97 pour la première fois au volant, avec la 106, quoi.
Et on est parti, comme on dirait, avec la bite et le couteau. Et on était l'équipage avec le plus petit budget, mais on a réussi à vivre notre rêve, quoi. Et comment ce rêve se poursuit justement? Bah, ce rêve, c'était pas mal, hein, cette année-là, en 97. J'étais en tête de la classe et tout. C'était encore les N1, donc une classe qui est... Tu peux expliquer ce que c'est qu'un peu N1 pour les gens qui connaissent pas trop le Alors, rallye? N1, c'est la plus petite catégorie qui existe en sport automobile, hein. C'est quasiment avec une voiture de série de 1300 cm3. Donc, c'était vraiment la petite catégorie. Et bon, on y était un paquet, Donc très à proche le de faire. voiture de série finalement, tu mets des Oui, arceaux oui, et exactement. Oui, je veux dire, il n'y avait pas de gros moteur, il n'y avait pas de grosses boîtes. C'était boîte d'origine, moteur d'origine. T'as juste l'arceau pour la sécurité, les baquets et un peu des plaquettes pour que ça freine un peu mieux. Mais après, on est parti comme ça, quoi. Et tout allait bien jusqu'à 2 spéciales de la fin où on a sauté et voilà, on n'a jamais vu Monaco, quoi. Et comment tu sais la désillusion totale à ce moment-là? Il n'y a pas un moment où, parce que finalement, tu t'investis tout ce que tu as dans ce sport auto, c'est aussi des sacrifices, parce que j'imagine Ouais. que tu as dû manger des pâtes pendant un petit moment. Ouais, des pommes de terre. Des pommes de des terre, pâtes. enfin ouais, voilà. Mm. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon là ça commence à faire lourd, ça fait des Non, années que je galère? non, mais en fait, mon premier rallye, je l'ai fait en 92. Mhm. En copilote, donc jusqu'à 97, je faisais des rallyes régionaux, nationaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je jouais le titre de ligue, des trucs comme ça avec des potes. Ensuite, en 97, je suis parti. J'ai eu la chance de rencontrer Hervé Bernard, Ok. qui était un pote. Non, même pas ça, c'est en 95. Et lui faisait le Challenge AX à l'époque. Encore une voiture dinosaure, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui sait ce que c'est. Et en fait, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir, de me copiloter? Donc, je dis, ouais, pourquoi pas. Donc là, on est parti dans le Challenge AX et c'est une formule de promotion. Donc ça, tu te balades dans toute la France. Donc là, tu fais des rencontres et autres et tu te bats à armes égales avec tous les pilotes nationaux. C'est pas tu restes chez toi et t'es champion du monde du quartier, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. Pour nos auditeurs qui ne voient pas exactement ce que c'est qu'une formule de promotion, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes voitures. Tout le monde a voiture égale. Bien contrôlé par le constructeur, il y a des vérifications bien spécifiques et voilà, le même nombre de pneus et autres. Il faut y aller, quoi. Faut aller au charbon, quoi. Quand tu sors en tête d'une formule de promotion, c'est que vraiment le niveau commence à être là, quoi. Et donc ça, on l'a fait en 95-96, le Challenge AX. 97, mon pilote Hervé, il gagne Rallye Jeune. Mhm. Donc, Rallye Jeune, c'est toujours Rallye d'ailleurs Jeune, qui est toujours d'actualité, quoi. Et donc, on fait partie de l'équipe Rallye Jeune. Et donc, on part dans le volant 106 en 97. Et donc, on a de la chance d'être dans une équipe semi-professionnelle, on va dire, dans la formule de promotion, et suivi par Peugeot Sport et la fédération. Et en 97, il y a un jeune qui débarquait aussi dans le monde des rallyes qui s'appelait Sébastien Loeb, quoi. C'était sa première saison, lui aussi en formule de promotion dans le volant 106. Et c'est un peu comme ça, on était adversaires au début, quand on s'est rencontrés. À l'époque, la mentalité était autre parce que c'était une grande famille, la formule de promotion. On reconnaissait tous ensemble, on dormait tous ensemble dans les mêmes gîtes pour partager les frais et autres. Tu dirais que de manière générale, le rallye était beaucoup plus convivial avant qu'il l'est maintenant? Il était nature, on va dire. Maintenant, à l'époque, voilà, c'était une grande famille. On était là pour s'entraider, se dépatouiller, comme je dis, on partageait les frais, on partageait les gîtes et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il y avait un truc qui n'existait pas encore en 97, vraiment, c'était les téléphones, les réseaux sociaux et autres. Donc, il n'y avait pas de professionnalisme. C'était vraiment la bonne entente. Et tu pouvais juste te concentrer sur ton pilotage et, on va dire, la bonne entente entre les gens. Et tu n'avais pas besoin de gérer ta com en plus. C'est comme un nouveau métier en plus, quoi. Ouais, mais en fait, la com, c'est devenu une connerie, hein. Après, je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais voilà, en fait, on faisait ça parce que c'était une passion. On avait envie de se faire plaisir à faire des rallyes, quoi. C'était pas, on fait des rallyes pour essayer d'être médiatisé et d'être sur le devant de la scène. Non, c'était juste que tu C'était, vivais voilà. ton rêve. c'est tout. Voilà, ouais. Donc tu découvres Sébastien Loeb plus ou moins en même temps que Dominique Heinz. Tu sais, j'ai enregistré un épisode avec lui. Bien sûr. Comment ça se fait un petit peu comment ça se lance entre vous deux, entre Dominique Heinz commence aussi à repérer Sébastien Loeb, c'est lui qui lui a donné sa chance. Bien sûr, ouais. En fait, ça s'est passé qu'en 97, donc on a fait toute la saison et mon pilote à la fin de l'année, il avait plus de budget et autres. Il venait de se marier, il allait être papa
Et il m'a dit, tu sais quoi, maintenant ça fait X années que je galère et autres. Je prends un nouveau virage dans ma vie et j'arrête le sport auto. Et ça, c'était au rallye des Cévennes en 97. Donc c'était le dernier rallye de la saison. Et là, il y avait un certain Sébastien Loeb aussi, qui avait déjà fait quelques rallyes, qui avait commencé à faire des coups d'éclat et autres. Et pareil, il avait déjà passé 2-3 copilotes. Au Cévennes, il tape, il tord le train arrière. Son copilote a peur. Et donc, on se retrouve le dimanche soir, tous en boîte de nuit en fin de saison. Et on discutait tranquillement de tout, de rien. Deux gros fêtards avec Seb, non? On n'est pas des fêtards, on est des bons vivants, c'est tout, quoi. Je veux dire, on a une vie et on la vit, quoi, comme tout le monde. Mais donc, on est en train de discuter. Il doit être vers 3-4 heures du matin. Et 2 bouteilles de whisky plus loin, on va dire. Hein. On est jeunes. Hein. Et toi, tu fais quoi l'année prochaine? Moi, écoute, je cherche un copilote. Et toi? Moi, je cherche un pilote. Voilà, hein, on n'a qu'à y aller, quoi. Et en fait, c'est parti de là, quoi. Et ça a été le match incroyable parce que vous n'avez pas du tout le même caractère. Non. Comment ça a matché vraiment presque instantanément? Ça a matché. Je vais vous donner une image qui est super simple pour comprendre le duo Loeb-Elena, comment ça fonctionne. Quand tu prends une douche, tu mets de l'eau chaude. Mais tu peux pas mettre que de l'eau chaude, sinon tu t'es bouillante. Donc tu mets un peu d'eau froide pour essayer d'atteindre la bonne température. Donc l'eau chaude, c'est moi. L'eau froide, c'est Seb. Et en fait, la combinaison des deux, on a trouvé la bonne température pour que ça fonctionne et qu'on puisse prendre la douche. C'est exactement ça, ouais. Voilà, ouais. Et donc, comment ça se passe les débuts votre premier rallye, c'est quoi? Notre premier rallye ensemble, c'est le vin de Champagne en 98 à Épernay. Donc là, Dominique avait tout investi pour prendre une Saxo Kit Car, parce qu'à l'époque, ils attendaient énormément de Peugeot pour avoir une 106 Maxi et autres. Mais le deal s'est pas fait, et donc connaissant Dominique, il leur a fait un pied de nez, il a dit ok, Peugeot, vous voulez pas nous aider, on vient de faire 1 an chez vous dans votre formule de promotion, on va partir chez votre cousin direct, votre concurrent direct. Et donc il a décidé de monter une Saxo Kit Car. C'était la naissance aussi du trophée Saxo Kit Car. Donc voilà, on est partis ensemble, et dès le premier rallye, dès la première spéciale, ça a fonctionné entre nous deux. D'ailleurs, on finit 3e au scratch, on fait plusieurs temps scratch, et voilà, le courant est passé, et les notes tombaient bien, on s'entendait bien, on a été à peu près de la même génération. Et c'est de là que c'est parti, quoi. Donc toi, tu fais les allers-retours entre Monaco et l'Alsace? Comment ça se passe? Ouais, à cette époque-là, j'avais encore 24-25 ans. Donc le forfait Air France, ça allait, quoi. Mais le problème, c'est que à la fin de l'année, je suis arrivé à 26 ans. Et t'as plus les réductions. Tu es comme un con. Et là, ça cogne, ouais. Donc, style, quand tu payais un billet aller-retour Nice, Strasbourg, 100 balles, après, il était à 600 balles, quoi. Donc, c'était plus le même, quoi. Donc, la nouvelle décision dans ma vie, ok, Monaco, c'est bien. J'ai grandi à Monaco, mais j'ai envie de m'investir et de tout faire pour y arriver dans ce fameux sport auto. Je prends mes clics et mes claques et je pars vivre en Alsace chez Seb, chez sa mère, sur le canapé. Pendant 1 an, je suis resté là-bas pour éviter les allers-retours et autres. Donc j'ai été alsacien pendant 1 an. Et tu travaillais dans quoi pour faire un petit peu d'argent? Tu travaillais avec Dominique Heinz? On a le droit d'en parler maintenant. Ouais. C'était de l'esclavagisme. Non, en fait, Dominique, il rachetait des épaves de voitures qu'on remontait pour essayer de revendre la voiture ensuite, pour essayer de gagner 4 sous et de financer la saison. Donc, comme j'étais un petit peu mécano et autres, je travaillais à remonter des caisses et on essayait de faire des bonnes affaires là-dessus, quoi. Et vous travailliez dans la bonne ambiance, parce que je crois que vous faisiez des petites... c'est Dominique qui me racontait ça un peu en off, vous faisiez des petites blagues. C'est pas qu'on faisait des petites blagues, c'est que Seb, il a quasiment le même tempérament que moi, c'est aussi pour ça que ça match. Mais par contre, il est pas matinal, hein. Ça c'est un souci, donc on commençait jamais à travailler avant 2-3 heures de l'après-midi. Ah oui, il est vraiment pas matinal, ouais. Non, et après, on pouvait arrêter à 1h, 2h, 3h du mat. Une fois que c'était parti, c'est parti. Mais Dominique, lui, militaire de carrière à l'époque, il était encore capitaine dans l'armée, il fallait que ça file droit, quoi. En gros, il fallait être à 7h ou à 8h au boulot, taper dedans, et voilà. Mais le problème, c'est que nous, on n'était jamais là à 7-8 heures, quoi.
Donc, de temps en temps, il essayait de nous chercher, quoi. Et ils sont où les deux? Donc, nous, on était en train de boire un café. On voyait la voiture arriver. Hop, on se baissait sous la table. On le regardait passer. Hop, on jouait à cache-cache, quoi. C'était cache-cache quand vous étiez au travail. Et après, c'était quoi le quotidien? C'était se déplacer un peu partout en France pour sillonner les rallyes? Ben, en fait, on faisait la formule de promotion Citroën qui était le trophée Saxo Kit Car. Donc, ben là, oui, on partait. On avait une 205 d'origine pour se déplacer, aller faire les reconnaissances. On n'avait pas de moyens. Donc, on dormait dans la voiture aussi quand on était sur les rallyes, pendant les reconnaissances, en attendant que l'équipe arrive pour aller dormir à l'hôtel avec l'équipe et autres. Donc, c'était vraiment les bons plans galères, quoi. Mais Les aires d'autoroute avec les sandwichs pas très bons, tout ça? non, en fait, oui, on mangeait des sandwichs triangles sur les aires d'autoroute. D'ailleurs, Seb ne peut plus voir un sandwich triangle. Tu lui amènes un sandwich triangle avec du pain de mie, il te le tire à la tête. Il est traumatisé, il en a trop mangé, quoi. Ouais, je pense, ouais. Toi, ça va? Ouais, moi ça va encore, ouais, parce qu'ils ont évolué maintenant. C'est vrai qu'ils ont évolué. Et c'est quoi un peu les premiers souvenirs que tu as en course? Que ce soit, tu sais, je pensais forcément au rallye du Rouergue, parce que je sais que ça, c'est un événement qui est vachement important. Mais c'est quoi un peu les histoires qui t'ont marqué sur cette début de collaboration, ce duo magique? Ben, on va dire que je crois que c'est le premier ou le deuxième rallye du Trophée Saxo Kit Car, c'est le rallye du Val d'Agou. On le gagne. C'est même notre premier rallye scratch où on le gagne vraiment devant tout le monde. Donc c'est l'euphorie est top. Nous, notre couple fonctionne à merveille dans la voiture. Derrière, on fait la ronde Cévenol. Et notre concurrent de l'époque, c'était Jean-François Berenguer, le gros. Ouais. Et pour aller le taper, ben, comme il nous le disait souvent, ben, vous allez vous sortir les doigts du cul, il nous disait. Hein. Et puis bon, là, on est dans l'avant-dernière spéciale et on se satellise contre un rocher. Et on était en tête du trophée pour 3-4 secondes devant lui. Et lui, on savait qu'il était dégoupillé derrière parce que c'était chez lui. Et il voulait pas qu'on gagne chez lui. Donc nous, on se satellise. Là, il me casse la cheville et autres. Moi, je remonte... T'as pas eu peur à ce moment-là, direct, t'es remonté, il n'y a pas eu de... Non, mais en fait, tu sais, ça va tellement vite. Je suis sorti de la voiture et ce que j'ai voulu faire, parce que nous, on était à moitié sur le toit au milieu de la route, c'était le faire ralentir, quoi. Donc, je suis remonté 150 mètres, 200 mètres avec la cheville cassée, mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. L'adrénaline donc, et tout. L'adrénaline et tout. Et là, je le vois arriver, là. Le gros, mais à bloc, je suis au milieu de la route, les bras en croix, mais bientôt. Et heureusement que j'ai sauté, sinon, il m'aurait écrasé, quoi. Ah En oui, fait, c'était trop tard. Oh bah non, mais il s'est pas vu. Et lui, il voulait pas lâcher une seconde, quoi. Et puis bon, ben il est arrivé. Le spécial était bloqué, hein, parce qu'on bloquait la route. Et donc là, ben c'était notre première caisse aussi avec Seb. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens et Dominique avait hypothéqué sa maison et tout, c'était super compliqué, quoi. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode avec Dominique Heinz pour comprendre un peu les coulisses. C'est extraordinaire. Voilà, donc là, c'est le début des bonnes galères. Et donc, nous, la caisse morte, fallait changer la caisse et autres, on n'avait plus les moyens. Donc, là, on a commencé à voir comment faire. On est parti au rallye du Rouergue, le rallye d'après. Dominique, il a hypothéqué sa maison avec ses amis, ils se sont endettés pour remonter une nouvelle voiture. Et donc, l'équipe PH Sport, à l'époque, remonte une voiture. Donc, on est au départ du rallye du Rouergue. Et là, on fait une dernière séance d'essai pour voir si la voiture elle était complètement neuve, si tout allait bien. Donc, il est 10h du soir, on est sur la départementale 13. Donc, on est dans la nuit. Et là, ils me disent déjà, Danos, est-ce que tu peux démarrer la voiture pour faire un réglage, voir si ça tourne bien? Déjà, moi, je rentre. Et dans la nuit, j'ai merdé. Et au lieu d'appuyer sur le démarreur, j'ai appuyé sur l'instincteur automatique. Ok. Alors déjà, les mécanos, ils se prennent l'extincteur automatique dans la gueule. Ah, ça, c'est fait. Donc là, on prend le téléphone, on appelle Bernard Piala qui était sur la route en train de descendre pour le Rouergue. Il était au niveau de Lyon. On lui dit écoute Bernard, on a percuté l'instincteur sans faire exprès. Est-ce que tu pourrais nous en redescendre un? Ok, pas de souci. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour à Lyon et il remonte jusqu'à Chalindré pour aller chercher un instincteur automatique. Parce que si tu n'as pas d'instincteur, tu peux pas prendre le départ du rallye. Hein, c'est pour les vérifs. Et puis ok, il nous a dit, pas de souci, je vais le chercher. Donc nous, on continue la séance d'essai et autres.
Et là, Seb part pour un dernier run, comme on dirait. Et il est avec le chef de voiture à côté de lui. Et c'est même pas moi à côté. Et puis là, on entend mais un putain de bruit. Et là, je le vois, il remonte. Et j'entends Seb gueuler. Putain, Daniel, quoi, fais chier, j'ai cassé la voiture. Bah allez hop, deuxième caisse. Donc là, on fait la caisse. Et pour la petite histoire, en plus, je crois que Il y avait un chevreuil. Alors, ça, on va revenir sur le chevreuil. Mais elle n'était pas assurée à ce moment-là. Non, elle n'était pas assurée. Et donc, c'était vraiment... Alors là, c'était plus que la fin, puisque catastrophique. Ils étaient endettés. On venait de faire la deuxième caisse. Donc, impossible de prendre le départ du rallye. C'était vraiment... Là, on était au fond du gouffre, quoi. Mais effectivement, il y avait un chevreuil, c'est juste la fin du chevreuil. Au final. Bah oui. En fait, Seb a croisé un chevreuil et il a mis un grand coup de volant. Un gros chevreuil. Ouais, il était énorme. Ouais. Et pour l'éviter, et là, il est parti en tonneau, quoi. Mais en fait, ça, c'était la version officielle pendant des années et des années et des années. Et qui est sorti qu'en fait, il n'y avait jamais eu de chevreuil et qu'il avait glissé sur une plaque de gravier. Et Dominique l'a appris en lisant le livre de Seb. Mais peut-être 10-15 ans après, quoi. Et Berenguer, lui, était au courant de l'histoire et chaque fois, il nous branchait. Oh putain, j'ai encore creusé le chevreuil. Il avait encore la peinture verte accrochée au cul. Donc là, mais là, c'est le gouffre. Ouais. En vrai, on en rigole, mais à ce moment-là, c'est quand même une catastrophe. Ouais, là, c'est une cata, ouais. Toi, tu penses à raccrocher ou pas? Raccrocher, oui et non. C'est surtout, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de rallye. Ce qu'on visait, le trophée Saxo Kit Car cette année-là, c'était en 98. C'est bon, la saison elle est terminée, quoi. Je veux dire, ils se sont endettés une première fois. Comment on va faire pour remonter une voiture, quoi? Donc là, le rallye d'après, c'était le rallye de la Châtaigne. Donc Seb a été en spectateur au rallye de la Châtaigne. On n'y a pas participé. Et là, ils ont fait la connaissance d'un grand monsieur qui s'appelle Richard Parizeau, qui était le concessionnaire. Je crois que l'idée, ça a été d'aller devant le podium à pied pour bien montrer qu'il n'y avait plus de voiture. C'est ce que m'avait expliqué Dominique. Ouais, de toute façon. L'attention. De toute façon, c'était facile. Hein. Il n'y en avait vraiment plus de voiture. Donc. Et donc, ils ont été à ce rallye-là, montrer, la saison est vraiment terminée, c'est fini pour nous, et on va peut-être passer à autre chose. Et donc, ils ont fait la connaissance de Richard Parizeau, qui était le concessionnaire Citroën à l'époque, Saône-et-Loire. De Mâcon, je crois, c'est ça? Mâcon, Châlons, il avait 2-3 concessions. Et en fait, qui a répondu, mais écoutez, moi, je vais vous aider, quoi. Parce qu'il était déjà d'autres pilotes dans les formules de promo. Et donc, il a pris sur lui et il a acheté une caisse. Et de là, l'aventure est repartie. Et on a pu repartir dans le trophée la manche d'après, qui était le rallye du Touquet. Et là, motivé, à fond, interdit de faire une connerie, hein, malheur. Tu sais, t'as la pression, t'as le dicton, moi jamais 203, quoi. Oui, et c'est là où Dominique sort cette fameuse phrase maintenant c'est simple, il faut que tu gagnes, que tu pètes pas le moteur et que tu sortes pas. Voilà, tout ouais. Simple, basique. Ouais, bon, en fait, ouais, c'est. Prends tous les risques et gagne, quoi. Voilà, ouais. Et on gagne le Touquet, on va à la manche d'après et on gagne La Rochelle et la saison est terminée, quoi. Et on finit deuxième du trophée, malgré tout ça, en 98. Et donc, et là, vous avez la voiture est là. Non, pas encore. Pas encore. Non, okay. non. Non, là, par contre, Seb, il était sport échappement, donc il avait pas mal d'aides et autres avec échappement pour essayer de trouver des partenaires et autres. Donc là, on repart pour la saison 99 et on repart dans le trophée Saxo Kit Car. Et là, cette année-là, on gagne quasiment toutes les manches du trophée. Donc là, on se fait remarquer par Citroën, par Guy Fréclin, qui là, ils se disent, ouais, mais les deux jeunes, là, ça roule pas mal. On rentre en équipe de France. C'est là qu'il y a le programme équipe de France qui se met en route et on va participer à 2 rallyes du championnat du monde avec la Saxo Kit Car, qui était le Catalogne en 99, qui a été notre premier rallye championnat du monde, et ensuite le San Remo. Là, pareil, hein, premier rallye championnat du monde,
une bonne caisse, 8 personnes à l'hôpital. On était arrivé en force en championnat du monde. Pourquoi 8 personnes à l'hôpital? En fait, on est parti en tonneau et dans les tonneaux, on a shooté 8 spectateurs, quoi. Mince. Ouais, moi je sors de la voiture, je vois juste 2 jambes qui sortent, oula, sous la voiture. On se dit, oh putain, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Donc ça a été une journée assez cauchemardesque. Ils s'en sont bien sortis un peu ça? Ouais, il y a eu 2 bras cassés, une cheville, 2 bricoles, mais c'était plus de peur que de mal, mais c'était impressionnant parce qu'il y avait les ambulances, les hélicos autour de nous. Le lendemain, on a été les voir à l'hôpital, en interrogatoire avec la police jusqu'à 4h du mat. Comment tu arrives à gérer ça? Tu sais, la gestion par rapport à ton statut toi de sportif, être concentré sur ce que tu fais, et en même temps, quand tu as des dommages collatéraux, des personnes qui sont engagées, comment tu arrives à faire le... Oh, là, tu fais rien. Là, tu fais rien. Tu vis seconde par seconde. Hein. Tu te laisses porter par le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Mais c'est compliqué, quoi. Parce qu'à la base, tu fais ça pour te faire plaisir et que tu aimes ça. Tu fais pas ça pour envoyer des personnes à l'hôpital. Hein. C'est sûr. Mais ça, on en revient toujours au même problème. C'est attention à un spectateur, où vous vous placez, comment vous vous placez. Une voiture, quand ça sort, tu ne sais jamais où ça va. Ce jour-là, ils étaient bien placés, les spectateurs. Ils étaient à l'intérieur du virage, derrière un petit muret sur un pont. Et nous, en fait, on a tapé à l'extérieur et on a rebondi à l'intérieur. Et c'est là qu'on les a shootés. On a cassé le pont, le muret. Ils sont tombés en bas, les cailloux sur eux. Ils auraient été mal placés, ça aurait été une catastrophe, quoi. Je sais pas. Ouais, Mais de toute façon, c'est ce que je dis. Une voiture, quand ça sort, tu sais pas où ça va. Hein. Donc, il faut toujours être prudent, quoi. Surtout aux vitesses où ça roule. C'est la force, l'énergie est monstrueuse. Ouais. Et puis après, il faut se dire un truc. Ça, c'est un conseil pour toute personne qui va voir un rallye. C'est pas parce que c'est le champion du monde des rallyes qui arrive qu'il va pas sortir de la route. Tout le monde peut sortir de la route du premier au dernier. Il peut y avoir un problème mécanique ou autre. Je veux dire, c'est pas parce que tu te dis, tiens, c'est Sébastien Loeb qui arrive, on est tranquille. Non, Sébastien Loeb, il a déjà été dans les arbres aussi, quoi. En même temps, tu es en prise de risque maximum. Voilà. À 102%, voire voilà. Il y a un moment où ça lâche, quoi. C'est clair. Et justement, dans les sorties, il y en a une qui, moi, m'a marqué, c'était celle en 2001, tu sais, je crois, sur le rallye du Touquet. Ah, la botte de paille. Ah ouais, la botte de paille. Ouais. C'est quoi un peu l'histoire? L'histoire, c'est que t'es au Touquet, hein. Je sais pas si c'est ta région, mais il pleut souvent et il y a les betteraves. C'est pas ma région, mais je vois très bien. Mais ça glisse. Et en fait, il y avait du goudron lisse et autres, il tombait des cordes et sur un freinage, les roues ont bloqué, le moteur a calé et on n'a jamais réussi à freiner. Et au lieu de ralentir, on a pris de la vitesse et il y avait une chicane et là, on se prend la botte de paille, mais plein fer, quoi. Et là, tu l'entends gueuler dans la voiture. D'ailleurs, je vous ferai une remarque, si vous regardez toutes les sorties de route, vous n'entendez toujours que Sébastien Loeb qui râle. Toi, tu restes... Moi, je reste stoïque. Mais voilà, et c'était l'Axara, on y a fait une petite compression de César, comme on dirait. J'étais triste, tu sais, je ne te l'ai pas dit, mais l'Axara VTS, c'est ma voiture de rêve, et c'est aussi dû à vous deux dans l'Axara WRC, ça m'a fait rêver quand j'étais petit. Alors, en 2001, vous êtes déjà engagé en championnat du monde? En fait, en 2001, on fait le championnat de France asphalte avec Citroën, avec l'Axara Kit Car. Et en parallèle, on fait le championnat du monde junior, qui est la première année du championnat du monde junior. D'ailleurs, cette année, ils ont fait les 20 ans. Et en fait, on est les premiers champions du monde junior aussi, puisque on a participé à 5 rallyes et on a gagné 5 fois. Mais il y avait 6 épreuves. Mais au milieu, il y avait un rallye qui s'appelait le San Remo, où Citroën ont dit, écoutez, on va donner la chance aux deux loustiques, là. On est d'être titré champion de France avec l'Axara Kit Car. On avait beaucoup de points d'avance au championnat junior pour essayer de peut-être en chanter un joker, quoi. Et donc là, ils nous ont lancé au San Remo, au milieu de tous les requins, avec l'Axara WRC. Et donc là, ça a été un grand coup d'éclat. Hein. Premier jour, on n'était pas trop mal placé. Puis l'ingénieur de l'époque, c'était Jean-Claude Vocard, qui nous disait, mais si vous passez moins les épingles en drift, vous allez moins perdre de temps et tout. Mais attends, comment tu veux ne pas passer les épingles en drift, quoi? C'est la PlayStation que tu nous as donnée, quoi. On sort d'une petite 2 roues motrices 1600 à une WRC, donc on a pris du plaisir. Après, Seb avait été voir Gilles Panizzi, qui était le tarmac expert à l'époque, qui gagnait toutes les épreuves sur asphalte. Il lui a dit, mais toi, tu fais comment pour les épingles et autres, ici et là? Et Gilles, il a dit, tu crois que je vais te le dire et après, tu vas venir me taper?
Et puis les conditions météorologiques se dégradent et tout, et Seb va très vite sous la pluie, et on est revenu, et on finit deuxième du rallye du championnat du monde, donc devant tous les autres, juste derrière Panizzi à 11 secondes, un truc comme ça. C'est monstrueux, première participation sur on va dire la cour des grands. Ouais, on avait fait 2 rallyes avant avec l'équipe de France en Toyota Corolla, mais bon, là, la voiture était un petit peu dépassée, là c'était vraiment de la PlayStation, hein. Je veux dire, on était en drift du début à la fin. Mais là, il y avait quand même le constructeur derrière qui t'aidait et autres. Donc, et là, on s'est vraiment fait remarquer. Et donc, il y a plusieurs constructeurs qui sont venus voir Seb à la fin du rallye pour dire, bah, toi, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine et autres. Il y a eu Mitsubishi, il y avait Subaru. Vous êtes fait courtiser, quoi. Ouais, on s'est fait courtiser, ouais. Mais bon, il y avait un autre truc à finaliser, c'était quand même le titre champion du monde junior, quoi. Et qu'on a été chercher en Corse. Et on s'est battu comme des chiffonniers jusqu'à la dernière spéciale où on a été titré, et donc c'était top. Mais Citroën, ils étaient pas fous, quoi. Ils avaient pas fait ça en one shot de nous lancer dans le WRC. Et là, ben, ils nous ont dit, ben, nous, l'année prochaine, en 2002, on participe à 6 ou 8 épreuves du championnat. On fait pas le championnat complet. Par contre, ben, on va vous prendre dans notre équipe. Vous allez prendre de l'expérience, rouler. Et en 2003, on fera la saison complète, quoi. Et par contre, on faisait aussi toutes les reconnaissances de tous les rallyes où on participait pas, quoi. Donc on arrive au Monte-Carlo en 2002, première épreuve pour Citroën. Donc là, les équipages, c'était Philippe Bugalski, Thomas Rastrom et nous. Déjà, on se prend tous nous, on casse le moteur au check-down. Comme ça, c'est fait. Ouais, tu dis, oh, ça, c'est pas mal. Donc ils nous changent le moteur. Et on partait de Monaco ce jour-là, et Bug, il casse le moteur à Nice, et Rastrom, il le casse 20 bornes après. Donc nous, on a eu la chance de le casser avant le départ du rallye, quoi. Et puis bon, ben voilà, et on n'est plus que la seule Citroën à pouvoir participer au rallye, on fait tout le rallye. Et indirectement, ben, on a fait des grands coups d'éclat puisqu'on gagne le rallye. On gagne le rallye, mais sur tapis vert, parce qu'on a changé des pneus dans un parc, du parc d'assistance au parc fermé sur le port de Monaco pour faire 500 mètres. On avait mal lu le règlement et autres, et en fait, ils ont considéré qu'on avait changé les pneus quand c'était pas autorisé, et on a été pas déclassé, mais ils nous ont mis une pénalité en temps, et on a fini deuxième officiellement. Donc, sinon, ça aurait été votre première victoire en WRC. Sinon, ça aurait été notre première victoire en WRC. Ceci dit, vous n'avez pas attendu longtemps pour en faire une vraie, parce que c'est en 2002 votre première victoire. Ouais, bon, on a attendu quelques mois derrière. Après, on a fait des rallyes terre et autres, et puis on a été gagné pour le fin août 2002, le Dutchland, qui a été notre première victoire en WRC, quoi. Et tu parlais un petit peu des moments où ça gueule dans la voiture. Je crois que sur le rallye de Turquie en 2003, il y a eu un souci dans la navigation, c'est ça? Ouais, en fait, il y a eu ça a été plein de trucs qui sont accumulés, quoi. Il y a eu un changement de parcours de dernière minute de l'organisateur, donc ils ont revu le routier, les spéciales et autres. Donc on a remodifié les consos d'essence, mais on s'est gouré dans les calculs. Moi, je me suis gouré sur le routier à un moment donné, à un carrefour, je l'ai fait partir à droite, qu'il fallait partir à gauche. Puis la case d'après collée, et la case d'après collée. Puis à un moment donné, je dis, bah attends, là, et puis à un moment donné, ça colle plus, quoi. Je dis, bon, bah écoute, non, fais demi-tour, parce que je pense que là, on y est vraiment pas du tout, quoi. Et donc, on fait demi-tour, et on revient à ce carrefour, et on continue, on prend le routier, on revient sur la liaison normale. Et le problème, c'est que on avait fait en tout 7 km aller, 7 km retour, on avait fait 14 km de trop, quoi. Mais on avait consommé un peu plus. Mais comme il s'était aussi gouré dans la conso essence, à 500 mètres du refueling, on est tombé en panne d'essence sèche. Et donc là, l'abandon. Et là, pour expliquer pour nos auditeurs, il y a des stratégies aussi plus on a un réservoir qui est vide, en tout cas, moins il est rempli, c'est logique. Hein. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est au litre près, quoi. Les calculs sont faits, qu'ils savent qu'on va consommer exactement ça, et on part avec ça, quoi. On va pas partir avec 15 litres de plus pour avoir 15 kilos de plus, quoi. Et donc là, c'est la cata, hein. On se retrouve là tout seul, au milieu de la montagne, panne d'essence sèche. Donc moi, je venais d'acheter une maison. Je me voyais déjà en Colombie en train d'essayer de trouver des solutions pour essayer de payer le crédit de la maison. Mais voilà, c'est une des grosses anecdotes. Mais bon, ça arrive une fois et après, tu fais gaffe, quoi.
Surtout que l'année suivante, 2004, c'est votre premier titre. Ouais, mais tu vois, 2003, on perd le titre pour un point. Quoi. Ouais, c'est Donc, clair. mais là aussi... En fait, la courbe d'apprentissage est quand même super rapide. Oui, mais 2003, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on arrive au Rallye de Grande-Bretagne, le RAC, dernier de la saison, et Citroën va jouer son premier titre, constructeur. Et nous, à la base, quand on est embauché par le constructeur, c'est pour ramener le titre constructeur avant le titre pilote. Et donc là, on avait quand même la Dream Team, hein, parce que les équipages en 2003, c'était Colin McRae, Carlos Sainz et nous. Que des petits noms, quoi. Voilà. Bah nous, on était le petit nom à l'époque. Hein. Oui. Et donc, on est là pour que Citroën soit champion du monde. Le problème, c'est que Carlos sort de la route et abandonne. Donc, on n'est plus que 2 voitures. Colin crève une fois, il crève 2 fois, donc il se retrouve dans les choux pour aller marquer les points. Et nous, on était en bagarre avec Peter Solberg et on était en tête du rallye. Et à un moment donné, ils nous ont rattrapés, ils nous ont dit, vous savez quoi, vous allez arrêter d'attaquer. Vous allez assurer, il faut vraiment ramener la voiture. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le titre constructeur. Et donc, c'est pas évident à entendre, hein, parce que quand ils nous ont dit ça, on était virtuellement champion du monde aussi, pilote-copilote, quoi. Et puis bon, on a pris notre mal en patience, on a écouté. Tu respectes la stratégie. On a respecté la stratégie, ce qui nous a porté après bonheur sur tout le reste de notre carrière, parce qu'on a appris à respecter les consignes. Et Citroën est champion du monde en 2003, et nous, on est 2e du championnat du monde. Et là, on arrive en 2004. Et 2004, moi, il y a un rallye qui m'a marqué jeune. Encore une fois, la WRC, la Xara WRC, c'était une folie pour moi. Moi, c'est le rallye de Suède. Vous êtes à ce moment-là les premiers non-nordiques, si je dis pas de bêtises, à gagner le rallye de Suède. Ouais, je trouvais ce rallye vachement impressionnant. Enfin, tous les rallyes nordiques, tu me diras, parce que tu as des jumps de malade. T'es à 200. J'ai l'impression que c'est encore plus dangereux, encore plus d'engagement que sur d'autres rallyes, peut-être. Non, Suède, c'est pas dangereux. Ah ouais? Ouais, tant qu'il y a les murs de neige. Tu ricoches. D'ailleurs, on avait sorti un vieux dicton qui c'était appel contre appel et sorte appel. Parce qu'on était dans le mur de neige, il fallait sortir l'appel pour sortir du mur de neige. Non, mais la Suède, c'est sûr que c'est un rallye mythique parce que tu as des hautes vitesses. Mais bon, avec les pneus qu'on a, les clous, il y a un grip mais que tu peux même pas imaginer, quoi. Et oui, on gagne en 2004. On est les premiers non-nordiques à gagner ce rallye. Mais ok, on le gagne parce que Marco Martin était largement devant et il sort de la route. Bon, après, pour gagner, il faut rester. Jeu, hein, c'est le jeu. C'est le jeu. Et donc oui, on a été les premiers dans le Nordique à gagner ce rallye, quoi. Et comment à ce moment-là, est-ce que tu as peur quand tu te lances sur ce genre de rallye? Ah non, jamais peur, tu débranches toujours le cerveau non, le cerveau est toujours branché. Mais comme je dis souvent, si tu as peur, tu vas être hésitant. Si tu hésites, tu vas dire la note en retard. Si tu dis la note en retard, t'es dehors. Donc, vaut mieux pas avoir peur, quoi. Après, c'est une histoire de confiance. Je veux dire, là, on est à un niveau où moi, quand je dis la note, je sais exactement ce qu'il va faire. Je connais ses réactions. Je sais s'il monte une vitesse, s'il descend une vitesse, s'il freine, s'il tire le frein à main, s'il va la jeter, tu vois. Donc j'arrive à vivre la spéciale dans ma tête avant même que lui le fasse. Donc après c'est une totale confiance et lui il sait très bien que si je lui dis ça, c'est que c'est ça puisqu'on l'a décidé et c'est comme ça, quoi. Donc non, le mot peur, faut le rayer du catalogue. Puis le surnom que tu as pour Lob, c'est E.T. Oh. Donc j'en ai plein. T'en as plein, j'imagine. Mais en tout cas c'est le nom que moi j'ai toujours entendu. Non, c'est pas moi qui lui ai donné celui-là. Ah ouais, c'est pas toi? Oh non, c'est les autres. Ah ouais? Non, moi je l'appelle le nain. Bon, on fait la même taille. Ou le boulet. Ou le poulet. Mais en fait, il y a aussi une particularité. Ce que tu me disais, c'est que pour gagner un rallye, c'est certes être vite, mais c'est aussi savoir perdre du temps au bon moment, stratégiquement, pour en gagner derrière. C'est sa force, hein, je veux dire. C'est un pilote qui conduit avec sa tête, justement. Et comme je dis souvent, il y a un exemple. C'est tu arrives, tu es en fond de 6, il y a une pierre au milieu de la route. Lui, il va freiner, il va ralentir, il va passer à côté de la pierre. Que tu prends un pilote que j'adore, Jari Mattila Dvala, que j'appelle Jean-Marie, lui, il va pas freiner, il va passer sur la pierre. En se disant, c'est où ça passe, mais il crève. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de freiner, de perdre 3 dixièmes, il est arrêté plus loin et il perd 1 minute 30 à changer la roue. Donc ça, c'est des trucs. On a contourné des cailloux,
On prenait pas de risques dans certaines cordes où les autres, pour essayer de gratter, toujours ce dixième et ils allaient prendre des risques. Et c'est comme ça qu'on a appris à gérer nos courses. Une vision plus long terme de la course que vraiment sur le moment T où tu en fait, notre vision, elle était simple. C'était Claude Satinet, le grand patron de Citroën à l'époque, qui nous avait bien montré le schéma, comment aborder un championnat du monde. Quand tu pars au début de la saison, et on va te dire, celui qui est champion du monde, c'est celui qui a le plus de points. Ouais, bravo, il a eu 110 points et le deuxième a eu 108 points. Tu es champion du monde. Non, en fait, le championnat, il faut partir sur un autre calcul. Tu es au départ de la saison, il y a 15 rallyes, on part tous ex aequo avec le même nombre de points. Et en fait, celui qui est champion du monde, c'est celui qui en a perdu le moins sur la saison. C'est celui qui en a perdu le moins. Ça change totalement la Ça change, voilà. Il y a des rallyes où tu es là, tu es à couteau tiré et tu n'y arrives pas. Il y a des rallyes où ça passait pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas le feeling, pas le bon setup et autres. Plutôt que de prendre des risques inconsidérés pour de troisième passer deuxième pour essayer de gratter une place, valait mieux se dire, ok, je reste à ma place, mais je prends les points de la troisième place, plutôt que d'en perdre plus à essayer d'aller gratter pour chercher la deuxième et finir huitième. Donc voilà, la théorie, elle était là. Et puis a priori, la théorie a été quand même gagnante, parce que sur la Xara WRC, vous prenez 3 titres de champion du monde. Ouais, peut-être. 2004, 2005, 2006, je crois. Ah oui, puisque 2007, c'est la C4. Ouais. C'est ça, la C4, il y en a 4 de titres. Elle va jusqu'à 2010, je crois. 2010, c'est ça, 2010. Donc ça en fait déjà pas mal. Et après, il y a la DS3. Voilà, 11, 12. DS3, 11, 12. Donc ça fait 9 titres. Voilà. Ce qui est pas mal. Ce qui fait de toi quand même le copilote le plus titré au monde. Ouais. 79 victoires, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Bon, une bagatelle, quoi. Ouais, non, mais ouais. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les victoires. Ouais, c'est bien, mais ce qui est encore plus beau, c'est le nombre de podiums. Je crois qu'on est à 112 podiums sur 180 courses effectuées. Je crois qu'il y a moins de 15 abandons. Voilà, c'était vraiment de la régularité, quoi. Et un autre pilote qui l'a bien compris ça. Hein. Tu penses à qui? Sébastien Ogier, il a fait la même derrière. C'est clair, c'est clair. Et tu sais, moi j'aime bien aussi un peu les coulisses et ce qui va être les galères, parce qu'en général les galères ça fait des souvenirs aussi. Sur le rallye du Japon en 2007, je crois qu'il y a une petite mésaventure. Tu parlais tout à l'heure de Lob qui avait tendance à gueuler dans la voiture et toi t'étais plutôt stoïque. Ouais. Je crois que tu t'es fait pourrir ce jour-là. Ouais, bon, tout ça parce que j'ai dit 130 plus au lieu de 130 moins. Non mais sérieux, l'autre comme il est pointilleux, quoi, je te dis pas, quoi. Non, en fait, la vraie histoire, c'est que on est dans la spéciale, tout va bien, et puis entre les deux spéciales, on a fait les pressions et autres, et j'ai mal refermé ma boîte où il y a mes bonbonnes d'air, le mano et autres, et elle s'est ouverte pendant la spéciale, et je me suis retrouvé avec les petites bonbonnes qui se baladaient dans mes pieds, quoi. Et en fait, c'est là où c'est important la concentration, c'est que ton cerveau, quand tu es en spécial, faut qu'il soit à 110% sur tes notes et sur ce que tu fais. Mais là, je me suis déconcentré parce que j'étais plus en train de penser, merde, il y a les bonbonnes qui se baladent. Donc je balançais les notes, lui il attaquait comme il pouvait. T'en débarrassais un petit peu parce que tu avais le cerveau qui était un peu perturbé. En fait, moi, j'essayais avec mes pieds de bloquer les bonbonnes d'air pour pas qu'elles aillent dans ses pieds sous la pédale de frein ou sous la pédale d'accélérateur. Donc pendant qu'il attaquait, moi j'essayais de bloquer ma connerie d'avant. Et si tu veux, le cerveau, il a bugué sur une annonce. Et j'annonce 130 plus au lieu de 130 moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 rapports d'écart chez nous. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que ça veut dire 130 plus ou 130 c'est des angles de virage. Mais le truc, c'est que nous, à la fin, on sait exactement quand tu dis 130 plus, c'est sur quelle vitesse c'est, quoi. Et on est rentré de 2 vitesses trop vite et on s'est posé sur le talus. Mais la voiture avait rien, quoi, je veux dire. Mais tu pouvais plus repartir, quoi. Mais le problème, c'est qu'au Japon, il n'y a pas de spectateurs. Les spectateurs sont interdits dans les spéciales parce qu'il y a les ours. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout. Malheur. Et oui. Donc, c'était chaud et on s'est retrouvé tout seul, mais la voiture n'avait rien, quoi. Et donc, on a tous essayé pour la remettre sur la route et tout. Mais on était que tous les deux, on était bloqués en bascule, quoi. Et puis là, ouais, putain, t'as dit 130 plus, mais non, j'ai dit moins, mais non, t'as dit plus. Et puis on s'engueule, les trucs, et on essaye de remettre la voiture, et au bout d'un quart d'heure, rien à faire, et on est vraiment, mais tout seul au monde. Hein.
Je regarde et tout, et je le vois, il est bougon et tout. En plus, on jouait le titre. C'était un petit peu la galère. Et je dis, mais écoute, il y a quand même un truc positif là-dedans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, c'est la preuve que tu m'écoutes. Il dit, mais qu'est-ce que t'es con? Et puis, voilà, c'était affaire classée. Et c'était affaire classée. Et puis, on s'est vengé la course d'après et on était champion du monde. Il vous arrive une autre galère, je pensais, tu sais, au Rallye du Portugal en 2012. Mais là, pendant longtemps, je crois que tu as eu une espèce de sentiment de culpabilité et finalement, tu as été dédouané. Ouais, ben là, c'est pareil. Je veux dire, c'est la deuxième spéciale du rallye. On est de nuit, il tombe des cordes. Et j'annonce droite 110 en ciel. Ça veut dire quoi concrètement ça? Bah, c'est une droite 110, c'est l'angle, toujours pareil. En ciel, parce que bah, tu vois pas ce qui se passe derrière. Et il tombait des cordes, on n'y voyait pas énormément avec la pluie dans la rampe de phare. C'est un peu de brouillard et tout. Et puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il part à gauche, quoi. Et là, on part en tonneau. Et pareil, là, on fait une caisse. Et là, je comprends pas, quoi. Et là, pourquoi il a tourné à gauche que j'ai annoncé à droite? Mais est-ce que j'ai annoncé le droite ou j'ai dit gauche? Ouais, tu commences à trop. Et en fait, bah, tu as le doute. Et le temps qu'on sorte la voiture, on y est resté des heures. Hein. Pareil, de nuit, sous la pluie et autres. Lui, il est parti. Moi, je suis resté avec la voiture. Pas blessé du tout? Non, bon, un gros pet hein, quand même. Hein. Mais ça allait. Puis le temps que la voiture rentre, on l'a mis sous la bâche. Le temps qu'on sorte les caméras et autres, que de WRC nous donne les caméras. Mais il s'est passé presque un jour et demi pour avoir la confirmation que j'avais bien dit droite et pas gauche. Quoi. Donc, t'es un petit peu... Parce que pour expliquer, tu as les caméras embarquées avec le son, donc oui. tu peux savoir. Mais voilà, mais tant que j'ai pas vu moi la vidéo. Tu dormais pas quoi? Bah c'est pas que tu dormais pas, non, il y a rien qui m'empêche de dormir, mais tu as le doute quoi. Mais putain, j'en ai fait une belle là. Et en fait non, c'est lui. En fait, il a cru que la route partait à gauche, il a mis un bon coup de volant et on s'est mis une belle boîte. Et vous étiez à combien à ce moment-là? Oh, pas très vite, on était en 3e ou 4e vitesse, mais de nuit sous la pluie, ça fait un raffut, tu sors. En plus, on était posé sur les portes. Et tu te dis, oh, putain, mais on est où, quoi? Alors lui, c'est Speedy Gonzalez, hein, quand il faut sortir de la caisse. On peut être sur les portes, sur le toit, il me passe dessus. Toujours le premier. Et là, il était, attends. Donc, il a ouvert la porte. Et comme on était sur les portes, il descendait tout doucement. Mais bon, il y avait l'échappement qui était chaud et tout. Et en fait, tu sais pas si tu es posé au bord d'un ravin et qu'il y a encore 200 mètres ou si tu es dans un champ. C'est la nuit noire. Puis t'es livré à toi-même, comme tu dis, ouais. spectateur. Donc... Ah non, là, donc il dit c'est bon, tu peux venir. Donc là, on était posé dans un champ, quoi. Puis bon, donc là, on regarde la voiture, elle est sur les portes et tout. Là, il y a des spectateurs qui commencent à arriver et ils discutent avec nous. Et puis bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, la voiture est sur les portes, on va la remettre sur les roues, quoi. Ça fait un peu moins négligé, quoi, tu sais. Un peu standing. Fait une belle, un peu standing. Ouais, ok. Là, on la pousse, on la remet sur les roues. Ouais, nickel, hein. On n'a pas vu, mais on était en pente. Et mais non. Et oui. Et là, la caisse qui se barre toute seule, quoi. Et Seb qui s'accroche à l'aileron, et l'aileron qui lui reste dans les mains. Ouais, elle est descendue encore 50 mètres plus loin. Hein. Mais bon, elle était stoppée par un mur. Ouais, elle s'est arrêtée, mais elle est repartie encore toute seule. Il y a des spectateurs qui ont vu cette scène? Ouais. Ils devaient être morts de rire. Bah ouais, mais nous aussi. Hein. Ouais, on était déprimés parce que bon, on venait d'en faire une belle, mais bon, je veux dire, voilà, c'est fait, mais le truc de voir la caisse se barrer encore toute seule, tu dis, oh, mais on est vraiment des blaireaux. Hein. Oh la vache. Et pour l'anecdote, je l'ai sorti, moi, après, je l'ai redémarré, et quand le rallye était terminé, je l'ai redémarré, bon, elle était vrillée, on avait pété l'arceau et tout, mais elle roulait toujours, quoi. Et je l'ai sorti par le champ et tout, j'ai remonté la spéciale à l'envers pour aller rejoindre les mécanos. Tu t'es fait ta petite balade, quoi. Ouais, voilà, ouais. Pour être un peu chauvin et rester dans les bons souvenirs, vous avez gagné plein de fois aussi le Rallye de France. Et est-ce que c'est pas il y a une année, à mon sens, mais tu me dis si je me trompe, qui est assez mythique, c'est en 2010, je crois. Ça se déroule en Alsace. Et là, il y a des vidéos sur YouTube qui pourraient le montrer. Hein. C'est juste incroyable l'ambiance qu'il y a au bord des routes. Comment tu le vis ce moment-là? C'est surtout, le rallye se terminait dans la ville où Seb est né, quoi. Exactement. Parce que le rallye était basé à Strasbourg, région Alsace. Pourquoi en Alsace? Ça, il faut demander à la Fédé. Je pense qu'ils avaient bien compris le phénomène Lub à l'époque. Possible. Et donc, en com, c'était top, quoi.
Les Corses nous en ont voulu quelques années, hein. Mais on y était pour rien. Hein. Moi, j'ai rien demandé, je suis monégasque. Hein. T'étais neutre. Je suis plus corse qu'alsacien. T'es plus proche, c'est clair. Ouais, voilà. Mais donc oui, c'est la première année où il y a le Rallye de France qui est en Alsace. Et la dernière spéciale finissait par une super spéciale en ville à Haguenau, donc Ouenez-Seb. Et en plus, là, c'était l'année magique parce que Citroën est champion du monde constructeur et nous, on est champion du monde là-bas, quoi, sur ce rallye. Il reste encore d'autres rallyes derrière, mais on avait tellement d'avance au championnat qu'on est titré en Alsace, quoi. C'est le scénario idéal. Ouais, c'est juste le scénario rêvé, quoi. Donc devant ses potes, devant sa famille, devant tous les fans et tout, mais c'est vrai qu'on avançait au ralenti, on avait une haie d'honneur, il y avait des milliers de personnes. D'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'on roulait de temps en temps, ça faisait poc, poc. Il disait « Oh, encore un pied, poc, oh, encore un pied ». Mais oui. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne voulaient pas se pousser, ils voulaient taper sur la voiture et autres. Et nous, il fallait qu'on avance parce qu'il fallait continuer le rallye, aller pointer, aller jusqu'au podium, quoi. On a écrasé quelques pieds ce jour-là. Ouais. Comment tu l'as vécu ce moment? Ça devait être quand même fou. Ouais, mais c'est top émotionnellement. Bon, après, ça devait être notre 6e titre, donc oui. Voilà, ça aurait été le premier, ça aurait été encore plus magique. Le premier en Corse en 2004, je sais que les 2 derniers kilomètres, j'y balance les notes, je suis en train de pleurer, lui aussi il pleure, quoi, dans la voiture, et les notes, ça tombe, mais ça tombe en... T'es arrivé là où tu rêvais d'être, tout simplement. T'es au top de ce que tu voulais. Le pire, c'est que non, quand j'étais gamin, je rêvais de vivre de ma passion dans le sport auto, que ça soit pilote, copilote ou mécano. Bon, tu rêvais même pas forcément de... Non, j'aurais jamais rêvé d'être champion du monde un jour. C'était plus que ce que j'avais espéré. Et du coup, tu t'es dit, je vais le faire 9 fois, comme ça, on est sûr, quoi. Non, par contre, je vais te dire un truc. C'est que quand tu es champion du monde, la première fois, c'est l'apothéose. Quand tu arrives à être champion du monde une 2e fois, c'est magique. Une 3e fois, c'est féerique. Mais quand tu arrives, que tu les as enchaînés les 3, en fait, après, tu te dis, non, je veux pas être champion du monde. Je veux conserver mon titre de champion du monde. Et là, ça devient encore plus compliqué. Parce que t'as pas la même quête. C'est le devenir, c'est le rêve, c'est l'apothéose. Mais après, tu es au début de la saison, tu en as déjà fait 3, tu dis, on est quand même les favoris encore cette année, apparemment. Il y a une pression qui s'est installée à ce moment-là, plus qu'avant? C'est une autre approche. Non, on est là, on est sur le toit de l'Olympe, il faut qu'on y reste. Il faut on devient les hommes à abattre, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, tu pars avant même la première course de l'année, tu sais déjà qu'ils veulent tous t'avoir, quoi. Donc c'est plus la même, c'est pas je pars à la conquête, c'est je pars à la défense, quoi. Donc tu as préféré la gestion de la conquête, de la défense plutôt? C'est pas les mêmes, t'as pas la même pression sur l'épaule. Parce que quand tu arrives à 1, 2, 3, 4, ouais, c'est génial. Mais après, dès que tu as une petite faille, ça y est, c'est le début du déclin. Ah ben non. Même médiatiquement, ça peut être plus lourd à vivre. Voilà, je veux dire, oui, on est un équipage, on a le droit de sortir de la route, on a le droit de faire des fautes. En fait, c'est devenu surréaliste, quoi. Les gens, on n'est pas droit à l'erreur. Et en fait, quand on en faisait une par an, minimum, ça y est, ils sont finis. Non, attendez, ça fait 4 ans qu'on est là. Tu vois, médiatiquement, t'as une autre pression. Et même les médias, hein. Et ça, c'est dur des fois à te dire, mais attendez, alors quand t'es là, que t'es jeune, que tu as les dents qui raclent par terre, tu fais tout pour être champion du monde, tout le monde est là. Mais dès que tu es là, tu te bats pour conserver ton titre et que tu fais une boulette, tu te fais descendre. Non, attendez, on est des personnes humaines aussi, quoi. Ouais, en fait, dans la tête des médias et des gens, le statut a changé, donc la personne a changé, alors que la personne n'a pas changé. Non. Et justement, par rapport aux médias, donc il y a forcément toujours une... Même si tu as été très médiatisé pour un copilote, hein, à mon sens, c'est un des premiers à avoir été aussi médiatisé. Parce que je me suis battu aussi. Pourquoi ? Parce que c'est en 2004 ou 2003, David Richards, qui était le promoteur WRC, avait décidé d'enlever le nom des copilotes.
sur les voitures pour mettre le nom du pilote en plus gros parce qu'ils disaient ouais, les spectateurs ils se perdent, ils savent plus qui c'est, qui est qui et qui est quoi. Et pour les images, c'est mieux de. Donc ils avaient enlevé le nom des copilotes. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rager et monter dans les tours. J'ai dit non, on est un sport où on y est à deux. Donc moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon nom sur la voiture. Et encore autre chose, Seb est français, moi je suis monégasque. Je veux dire, moi je défends les couleurs de mon pays. Je veux dire, je suis le représentant de mon pays. Alors pourquoi j'aurais pas le droit comme les autres, quoi? Je veux dire, alors enlever le titre copilote aussi. Vous avez que dire, allez-y, faites un championnat du monde de course de côte de rallye, quoi. Donc je me suis battu pour qu'il y ait le retour des noms des copilotes avec leur drapeau. Je veux dire, moi, mon pote Michael Park, dit Biff, qui est décédé en 2005 chez lui, au Pays de Galles, à côté de Marco Martin, il est mort sous le drapeau estonien. Il était gallois. Non. Je veux dire, non. Donc, je me suis battu. Ensuite, Jean Todt est arrivé à la présidence de la FIA. Et lui qui a été copilote aussi dans sa jeunesse, il est revenu. Et là, il y a eu le retour du nom des copilotes avec leur drapeau de leur pays, ce qui est normal, quoi. Ça a duré combien de temps cette période où justement il n'y avait plus le nom des copilotes? Au moins 3 ans. Je savais pas du tout que ça a duré aussi longtemps. Ouais. Ok. T'as qu'à regarder les miniatures, tu verras. Il y a des miniatures où il y a marqué que Loeb en gros, quoi. Je vais regarder ça, tu vois, j'ai jamais fait attention. Sur ta Xara, tiens. Exact. Tu sais que je l'ai pas en miniature. Mais est-ce que justement, il y avait quand même une différence de traitement médiatique, mais toi, ça t'a permis peut-être d'avoir une vie plus tranquille aussi quand même. Parce que à l'heure actuelle, j'imagine que tu as quand même plus de facilité à faire ce que tu veux dans la rue ou ailleurs que Sébastien Loeb qui maintenant dès qu'il sort, c'est l'émeute, tu vois. C'est plus agréable quand même. Ouais, mais je suis une personne normale. Je veux dire, je vais faire mes courses au supermarché comme tout le monde. Je change la couche de ma fille comme tout le monde. Je veux dire, je suis une personne normale, quoi. Je veux dire, j'ai fait ce métier et j'ai eu la chance d'en vivre, mais c'est pas pour être médiatique. Mais justement, est-ce que je disais au début, il n'y avait pas les téléphones, les réseaux sociaux et compagnie. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Ok, les réseaux sociaux, ça aide, mais ça aide à quoi? À entretenir la magie qu'on a réussi à instaurer pendant toutes ces années où il n'y avait pas, à être un peu plus proche des personnes, leur donner le sourire, la joie de vivre, des petites anecdotes et des trucs, être proche. Parce que moi je suis une personne simple et nature. Mais voilà, moi c'est ça les réseaux sociaux. C'est pas pour dire je suis monsieur 2. Ouais, exactement. J'en ai rien à foutre. Non mais je te dis. D'ailleurs, j'avais même pensé à arrêter tous mes réseaux sociaux. C'est vrai? Ouais. Et là tu as lancé TikTok? Ouais. Mais TikTok, parce que je trouve ça marrant, et en fait, là, je lance des petites astuces, des petits trucs. C'est des moments où j'ai envie de rire aussi, et de faire rire, mais en restant sérieux aussi, quoi. Pourquoi j'ai voulu arrêter les réseaux sociaux, c'est que ça a été trop prenant. Et il y a des personnes qui ont attaqué mes filles sur leur compte privé pour essayer de m'approcher ou avoir des infos. Et un jour, ma deuxième fille a dit tu sais quoi, pourquoi tu me parles? Je te connais pas, j'en ai rien à foutre, quoi. Je veux dire, mon père, c'est mon père, quoi. Qu'est-ce que tu veux me parler là, quoi? Et le mec, il a dit va te faire mettre, tu le comprends, ça? Donc là, ça a été trop loin. Ouais, bah oui, donc tu m'étonnes. si les personnes comprennent pas que on touche pas déjà à mes enfants, comme tout père, quoi. Ou à ma famille, quoi. Donc, je suis une personne normale. Si tu as quelque chose à me dire, tu viens me voir. Je t'en parlerai en face, mais tu attaques pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux, indirectement, c'est malsain. Pour reprendre un peu le cours de la carrière, vous avez une première annonce de retraite. Ça a été un feuilleton un petit peu. Ouais, Santa Barbara, t'as pas connu ça? Non. Dallas, t'as pas connu non? Ah si, de nom, je connais. Mais voilà, ouais. Non, en fait, c'est... Voilà, Seb, on avait fait le tour de la question, 9 titres de champion du monde, même 10, puisqu'il y a le junior. Tout le monde nous dit, ouais, t'as raison, 9, pourquoi pas 10? Mais on le dit, 10 déjà. Mais on a fait le tour de la question. Puis, tu sais, c'est usant, hein, mine de rien, quand t'es à ce rythme-là, entre les séances d'essai. Il y a une année, on était... plus de 255 jours hors de la maison, quoi, sur 352. Vous étiez carrément plus qu'avec votre famille, quoi. 365, quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est 110 jours à la maison. C'est quoi 110 jours? Donc, t'as plus de vie de famille, t'as plus de rythme.
Et puis bon, les aéroports, les voyages, les séances d'essai, à la fin c'était un cercle interminable, quoi. Il y aurait eu que les courses, je pense qu'on y sera encore. Mais tout ce qui est médias, les opérations com, voilà, c'est. Puis il a dit, voilà, on a fait le tour de la question. Ça fait 9 ans qu'on est champion du monde d'affilée. Moi, j'ai une quarantaine d'années. Je vais peut-être essayer de faire autre chose. Et donc, il s'orientait de plus en plus vers le circuit. Pourquoi le circuit? Parce que déjà, tu arrives le jeudi ou le vendredi et tu repars le dimanche. C'est plus court. Et voilà, il voulait passer à autre chose. Donc là, première retraite. Et j'ai dit, ciao, hein. Bonne année. Et toi, qu'est-ce que tu as commencé à faire à ce moment-là? Moi, pas grand-chose. J'ai une société All Sports Management où je m'occupais de jeunes. Tu fais du coaching, de Je l'encadrement? faisais du coaching, de la coordination et si tu veux, je prenais des jeunes équipages pour essayer de les guider dans leur carrière. D'ailleurs, en 2013, Sébastien Chardonnay et Thibaut Delahaye ont été champions du monde junior et c'est moi qui leur avais pris la voiture, qui avait financé quasiment une partie de la saison et coaché. Et donc gros fait d'armes, quoi. Ouais, gros fait d'armes. Et donc j'ai réussi à amener des jeunes de rien à champion du monde, quoi. Donc tu fais ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça. Sauf vous restez en contact avec Seb? Ouais, on est potes et trucs. Lui, il continue à se faire ses saisons et autres en circuit. De là, Citroën, ils voient que je commence à lui manquer, donc ils me font venir sur les courses de WTCC. Je lui parle un petit peu dans la radio. Je lui tiens son parapluie, je lui porte sa gourde, et en fait, comme s'il y avait besoin de la présence de son autoradio officiel, quoi. Puis bon, là, tourne un petit peu à droite, à gauche, en rond et autres. Là, il décide de dire tiens, il y a le Dakar. J'ai été contacté, on va essayer de faire le Dakar. En 2015, quoi? Ouais, en 2015, ouais. Premier c'est en 2016, mais... Ouais, mais ça se prépare longtemps avant. Voilà. Donc en 2015, donc ça fait que 2 ans qu'on a arrêté, et là, on part sur Objectif Dakar, quoi. Et puis, bon, au milieu du Dakar, il y a les nouvelles WRC qui arrivent, les WRC 2017. Et bon, il y a toujours cette passion du rallye quand même, quoi. Et on se dit, pourquoi on n'essayerait pas un peu ces nouvelles pompes à gaz, là, usines à feu, appelle-les comme tu veux. Et donc, on a envie d'essayer les nouvelles caisses, quoi. Et donc là, on part, Citroën, toujours là, puisqu'il faisait le WTCC en même temps à côté, nous propose de faire une ou deux courses comme ça, avec la C3. Donc la première, je crois qu'on va au Mexique, on est quasiment en tête du rallye. Ouais. Et on crève. Mais là, on avait pris déjà les automatismes Dakar. Oh là là, on crève, on s'arrête, vite, il faut changer la roue. Et les roues, il restait 10 km, on n'aurait pas changé la roue, vous aurez tout changé, quoi. Et bon, bien sûr. Vous étiez dans la prépa Dakar, ouais. Ouais, et on sortait du Dakar aussi. Aussi. Et puis comme on était super entraîné au changement de roue, on t'a fait un fiasco, quoi. Mais bon, voilà, vidéo gag, quoi. Puis après, derrière, je crois qu'on était en Corse. En Corse, on n'était pas trop mal, on fait des temps scratch et autres. Et le troisième rallye qui était prévu, c'était en fin d'année, qui était le Catalogne, et qui est premier jour sur la terre et 2 jours sur asphalte. Et là, le coup du sombrero, quoi. Donc sur la terre, on fait vu qu'on n'avait pas fait tout le championnat, on part loin derrière, mais on bénéficie du balayage. Faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on était meilleur. Mais donc, meilleure position sur la route le premier jour. Donc là, on sort en tête de la journée terre. Et derrière, en asphalte, on a réussi à contenir les 2 jours les attaques de nos petits adversaires avec les dents longues, dont un Sébastien Ogier qui est raclé par terre. Et là, le coup du sombrero, 2018, après 5 ans d'arrêt. Incroyable. Et hop, on regagne une manche du championnat du monde des rallyes, quoi. Sachant qu'entre-temps, vous étiez aussi testé avec la 306 Maxi. C'est en 2017, la première session. Ouais, mais ça, c'est pour le fun. Hein. Ouais, c'est la récréation, la 306. Mais c'est impressionnant. Enfin, tu vois, j'ai saigné les vidéos sur YouTube parce que c'est quand même fou. C'est quand même fou. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, après, faut le dire. Je veux dire, en championnat de France, le niveau est un petit peu moins élevé qu'en championnat du monde. Je veux dire, un pilote qui joue 10-12 en championnat du monde, il vient en championnat de France, il est largement devant. Je vais vous donner un exemple d'un pilote que tout le monde se foutait de sa gueule en championnat du monde. Quand il était jeune, c'était Konrad Rothenbach, qui était à 1 seconde au kill de nous.
C'est énorme, mais c'est rien. Et quand il est venu en championnat de France, il gagnait les manches du championnat de France, mais avec 2-3 minutes d'avance. Donc voilà, quand on arrive à un autre niveau, ça roule vite, quoi. Ouais, t'as un step qui est quand même Ouais, important. ouais. La différence, elle est là. Donc le Dakar, vous le faites en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ouais. Ouais, Non, pas 2019. Pas 2019. Non. On Ouais. fait 16, 17, 18. Vous en faites 4, quoi. Et. Et 2020, sûr. Alors attends, on fait 16, 17. Ouais. 16, 17. Je pense que vous en avez fait 5. 2016, c'est le premier. Ouais, c'est ça. 2017, on finit deuxième à 5 minutes. C'est ça, meilleur résultat. Voilà. 2018, il me casse le cul. Et non, 2020, 2019, on le fait pas. 2020, on le fait avec la 3008 avec PH, Exact. où on est meilleur performeur et on finit sur le podium. Et 2021, le Titanic. Le Titanic. Mais on n'y viendra pas dessus. Non, je sais bien. On parlait par rapport à la com, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et justement, ce qui est génial dans l'histoire, c'est que Rallye du Mont Blanc 2021 avec la 306 Maxi, c'est le retour à une histoire saine, on va dire. Ouais, c'est le retour de deux potes passionnés. Exactement. Et qui ont envie de se faire plaisir avec une caisse mythique et banzai, quoi. On va prendre tous les risques pour essayer de faire des coups d'éclat, quoi. Je veux dire, jouer la gagne, c'était impossible. Parce que il y a quand même 25 ans de génération entre les voitures de maintenant et la 306. Mais on a mouillé le maillot et on n'a pas lâché une seule seconde du début à la fin, quoi. D'ailleurs, il y avait ces dizaines de kilomètres de trop, comme d'habitude. La voiture elle a commencé à se disloquer dans la dernière. Déjà, au départ de la dernière, moi, la poignée m'est restée dans la main, quoi. Ah ouais. Donc, tu vois, c'était... Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans la spéciale, là, il y a un bruit. Ah, là, ça frotte. Ah, ben là, c'est fini. Ah, ben là, c'est encore moins. Et mais tout le monde n'a pas tout suivi, parce que oui, tout le monde suit. Ouais, on arrive au ralenti à l'arrivée de la spéciale et tout, il n'y a pas de souci. Et de l'arrivée de la spéciale jusqu'au podium, on est arrivé au dernier pointage, là, il cale, et là, dernier CH, hein, je veux dire, à 30 mètres du podium, plus de démarreur, plus rien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, tu le sais, toi. Oui. Elle a dit, je veux plus y aller, quoi. Mais c'est Dominique qui nous a aidé à pousser la voiture pour monter sur le podium, quoi. Dominique Heinz. Hein. Ouais, Dominique Heinz. Non, mais je trouve ça génial. Et vous étiez accompagné, il y avait une deuxième 306 Maxi avec François Delecourt, pote forcément avec Sébastien Loeb. Lui qui a fait un résultat un petit peu. Je crois qu'elles étaient réglées pareil, les deux ou pas? À peu près pareil. Ouais, pareil. Bah après, il faisait des clics d'amortisseur de ci, de là, et c'est les réglages, quoi. Après, François, il a quasiment 10 ans de plus que Seb, et puis c'est des caisses où il faut y aller, quoi. Seb, il a jamais vraiment arrêté. Il roule toujours. Même si François, il continue à rouler, il n'a pas le même rythme de roulage que Seb. Physiquement, c'est encore un athlète de haut niveau. Oui, non, bah, c'est sûr, il est encore meilleur que nous tous réunis, hein, je veux dire. Lui, il passe sa journée sur son vélo, à courir et autres. Ça, c'est pas nous, hein. Mais après, je pense que pour aller chercher le découpillage du dernier dixième et autres, la prise de risque, voilà, c'est pas la même. C'est quoi un peu maintenant ton quotidien? Donc là, on est chez PM Racing, Ouais. donc ton magasin en co-gérance. Qu'est-ce que tu fais d'autre comme activité? Je sais que tu le disais en début de podcast, tu es passionné aussi de voile. Tu fais un peu de transat? Ben, je devais aller faire les voiles de Saint-Tropez, là, mais j'ai pas pu y aller. Donc, je sais pas. Non, aujourd'hui, ben, je m'occupe surtout de mes filles et de Joy, hein, la petite dernière, et j'en profite au maximum. C'est un truc, ben, pareil, quand tu es en plein boom dans ta carrière et autres, j'ai deux autres filles, une qui a 19 ans, Dorine, et Romane qui a 15 ans. J'ai pas eu le temps de les voir grandir. Parce que t'es pas là, t'es pris dans ton truc, t'es pris dans le mouvement, t'es dans une spirale, et en fait, c'est carrière. Et en fait, tu délaisses inconsciemment ben, ta famille, tes enfants. Donc maintenant, ben, j'essaye d'en profiter au maximum, de plus recommettre ça, quoi. Je veux dire, de pouvoir faire ce que t'as pas pu faire avant, quoi. Voilà, pour moi, la page réalistique, la passion est toujours là. Mais l'année prochaine, j'ai 50 balais et je vais passer à autre chose, quoi. Je veux dire, je vais démarrer une deuxième vie, une vraie vie, quoi. T'as bien raison. Une vraie de monsieur tout le monde. Et voilà, j'ai eu la chance de profiter pendant des années de ma passion. Mais il faut savoir aussi lever le pied.
Ceci dit, ta passion restera toujours assez proche. Ouais. On a une Sim Camille qui est juste à côté. Ouais. Et 76, c'est ça? Ouais. Non, 79. 79? Elle est magnifique. 18, je sais plus. Elle est magnifique. Elle est pas roulante, hein, là, à l'heure actuelle, c'est ça? Non, pas en ce moment. En tout cas, elle est belle. Il y a 2-3 trucs à faire pour la remettre en état. Et tu roules un petit peu par passion, juste pour le plaisir, sur des Bien petits, sûr. petits rallyes? Bien sûr, j'aime bien aller me faire un ou deux petits rallyes régionaux à l'ancienne, avec les potes, sans pression de résultats, sans rien. J'ai pas besoin d'avoir une voiture de dernière génération pour me faire plaisir. La Simca, une Golf, tu vois. Plutôt des voitures vintage, c'est plus. Ouais, vintage, ouais, tu sais, les crash boulons, là, tu sais, qui sentent l'essence et que tu sais pas si ça va démarrer ou pas, quoi. Mais surtout que j'imagine qu'il y a un moment où tu as dû forcément le mettre en pause parce que déjà tu n'avais pas le temps. Et deuxièmement, tu devais être comparé en permanence à Sébastien Loeb en mode. Mais c'est pour ça Tu que vois. j'ai fait beaucoup de rallyes en ouverture. Ouais. Comme ça, t'as pas de classement. Pas de chrono. Voilà, t'as pas de chrono, t'es juste là, tu te fais plaisir, quoi. Hmm. Puis le chrono, ça sert à rien, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est Et clair. puis, comme j'ai dit, hein, j'ai fait ma carrière en copilote, pas en pilote. Sinon, tu serais en train d'interviewer Sébastien Loeb, alors, tes années avec Daniel Hénard. Exactement. Exactement. Voilà. Ça serait les rôles inversés, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour finir un peu ce podcast? Bah, écoute, de bien continuer dans ma vie, de profiter. Et longue vie à PM Racing, parce que c'est une boutique aussi spécialisée dans les sports mécaniques, mais aussi pour tous les passionnés, quoi. Je veux dire, avec Anaïs, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la passion qu'on a en commun, on essaye de pouvoir qu'elle soit atteignable à tout le monde. Je veux dire, t'as pas besoin de rentrer dans le magasin, d'être licencié pour trouver ton bonheur, quoi. Je veux dire, tu peux être passionné, tu vois, il y a du Ogier, il y a du Loeb, il y a du Citroën, il y a du Peugeot, il y a du Ford, il y a du Senna, il y a du Hunt. Je veux dire, ici, tu trouves, voilà, tu aimes l'univers sport mécanique et tu as la passion. C'est pas parce que tu n'es pas licencié que tu ne trouveras pas ton bonheur. Et c'est de continuer à développer cette passion, quoi, de la transmettre aussi. C'est pour ça que je me suis mis, comme tu dis, à faire des TikTok. C'est juste pour donner des petites astuces, des petites anecdotes et des trucs. C'est le partage, quoi. C'est voilà. Et après, d'être en bonne santé et de profiter au maximum de ma famille. Non, mais c'est tout ce que je te souhaite. Et je vous conseille de venir parce que au-delà de ça, vous allez voir aussi plein de petits bibelots souvenirs qui sont des. On parlera peut-être un peu de la portière, mais cette portière a une histoire assez folle. Et t'en as un peu partout, quoi. C'est ça qui est génial, ça crée un univers. Ouais. Ouais. À la maison, ça prend de la place. Ça prend la poussière, Et il y a ouais. pas mal de coupes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Danos. C'était un plaisir. Et à très bientôt dans un contexte peut-être moins enregistré, tu vois. Voilà, en live. À bientôt. Ciao. Salut.